t'accueillir. Pareil, j'ai prévu mes petites fiches, tu vois, le Jean-Pierre Foucault de la politique. Alors on va passer un petit moment ensemble, je sais pas, on compte pas, on s'en fiche, une demi-heure, voilà. On va être là ensemble. Quelques petites questions, tu vas nous parler de ton parcours, de ton expérience, voilà. Super. Allez, on s'installe. Donc, Emilou, on va commencer direct. Qu'est-ce qui t'a inspiré à devenir actrice et chanteuse? C'est vrai que j'ai toujours bercé dans la musique et dans la comédie. Ma mère est actrice, mon père a travaillé longtemps dans la musique. Et donc ça a été un peu une évidence pour moi depuis le plus jeune âge. Et j'ai commencé à faire du doublage quand j'avais 5 ans. Et j'ai jamais arrêté et j'ai 30 ans aujourd'hui. Oui, toi j'avais noté même 7 ans. Tu as commencé ta carrière jeune. Ouais. Tu as commencé ta carrière très jeune. Toi j'avais noté 7 ans. Tu me dis 5 ans, c'est encore plus jeune que ce que je le pensais. Bah, on m'a découvert à 5 ans et puis j'ai travaillé officiellement un peu plus tard. Pas le contrat. Est-ce que tu peux nous parler de ton expérience de doublage pour Anna dans La Reine des Neiges? Ça a été un moment assez incroyable. Je pense que comme toutes les petites filles, on rêve d'être une princesse et d'être une princesse Disney encore plus. Et donc ça a été un vrai cadeau que m'a fait Disney d'interpréter cette princesse. Parce que c'est quelque chose d'exigeant avec Disney, c'est plus exigeant qu'avec d'autres. Comment ça se passe? Je pense que c'est comme pour beaucoup de projets qui ont un impact sur les gens. C'est normal, il y a souvent un peu de pression, mais parce que on veut tous faire en sorte que ce projet soit le mieux, le plus qualitatif pour les gens qui vont le regarder. Sur Disney, on sait que ça va être vu. Absolument. Donc il y a une certaine exigence, mais qui est tout à fait justifiée et qui est extrêmement bienveillante et toujours avec beaucoup de passion. Alors, il y a la voix d'Anna. C'est une voix particulière, mais comment est-ce que tu as préparé ta voix, on va dire, pour incarner des personnages qui sont assez différents, comme Mercredi Adams ou Anna? En fait, simplement, je prépare pas ma voix, j'interprète le personnage et je suis au service de l'acteur ou de l'image. Et c'est vrai que par exemple Anna, c'est une princesse, elle a un caractère particulier, elle a un âge particulier aussi. Donc je vais la jouer un petit peu différemment. Parce que tu incarnes Anna petite et grande. Alors je l'incarne pas petite. Pas petite, non. C'est Coralie Thuillier. D'accord. En général, Disney prend toujours des vrais enfants. Oui. Simplement, dans la chanson Je voudrais un bonhomme de neige, quand elle a 5 ans, c'est pas moi, mais quand elle a 9 ans, c'est moi. Et après, c'est moi sur le reste du film. D'accord. Mais du coup, c'est vrai que je vais adapter en fait ma voix en fonction du personnage et en fonction de sa personnalité. Et donc Mercredi, c'est vrai qu'elle a une manière de parler très droite, très sobre. Donc c'est ça qui va aussi donner qu'elle va changer de voix. Et aussi en fonction de l'âge, etc. C'est souvent le caractère en fait du personnage qui va changer un petit peu sa voix aussi. Même si on peut, justement sur les personnages, tu les vois à l'écran, parce que par exemple il y avait des séances d'enregistrement pour les voix où par exemple sur Star Wars ils ne voyaient pas l'écran, il y avait juste la voix, la bouche. Toi, tu vois vraiment, tu as tout l'écran, tu vois tous les personnages. Ça t'inspire pour le caractère du personnage? C'est un peu primordial, surtout que nous, on est au service d'une image. Donc, c'est vrai que sur des projets très, très confidentiels, alors ça arrive très peu quand même, heureusement, mais c'est arrivé comme sur Game of Thrones, la dernière saison, on avait effectivement que la tête du personnage et le reste était en noir, pour éviter qu'il y ait un risque d'avoir un spoil et qu'on brise notre accord de confidentialité. Là, c'est dur quand c'est comme ça. C'est un peu difficile parce qu'on a besoin d'avoir tous les éléments. On a besoin de savoir pourquoi est-ce que le personnage se comporte comme ça, pourquoi est-ce qu'il regarde comme ça. Souvent, il y a des choses qui se passent en champ derrière, en contre-champ, comprendre la scène, qui donne des éléments, mais on a un directeur artistique qui, lui, a vu les images, qui va s'assurer de la vue d'ensemble, qui va nous guider, qui va nous aiguiller. Donc, on n'est jamais tout seul. Et on a quand même le jeu de l'acteur en VO qui nous indique quand même beaucoup de choses. Aussi. Alors, est-ce que tu as un personnage préféré parmi ceux que tu as doublés? J'en ai quelques-uns, forcément Anna, Mercredi, j'adore Jenna Ortega en général, j'adore Bella Ramsey que je double dans Game of Thrones, dans The Last of Us et dans d'autres projets, et j'ai un personnage que j'adore dans une série de dessins animés qui s'appelle Kipo. Oui. Kipo et l'âge des animonstres, et c'est vrai que c'est un dessin animé qui m'a beaucoup marqué, que j'ai vraiment adoré faire.
et qui est très spécial pour moi. Qui est chouette. Ouais. Alors tu as commencé ta carrière, on disait tout à l'heure, très jeune, à l'âge de 5 ans. Pour toi, est-ce que le métier de comédienne de doublage, il a évolué au fil de ta carrière, enfin, depuis tes débuts? Est-ce que c'est quelque chose qui a évolué ou tu arrives sur un enregistrement toujours de la même manière? Je pense qu'on évolue toujours et puis on n'approche pas les choses de la même manière quand on est un enfant. Oui. Et c'est vrai qu'on ne réfléchit pas à notre jeu. C'est-à-dire qu'on nous dit, bah voilà, il faut que tu dises cette phrase-là, il faut que tu ressentes cette émotion-là et que tu essayes de penser comme ça. Mais c'est pas du tout la même manière même l'approche des adultes envers nous, comment on explique le jeu. Je sais quand j'étais petite, quand j'ai fait à 10 ans, j'ai fait un rôle dans un film avec Catherine Zeta-Jones où je faisais la petite fille en voix française. Et c'est vrai que j'avais pas la capacité de me projeter et de me dire je devais jouer dans un lit comme si j'étais dans un lit d'hôpital. Et pour moi c'était compliqué de m'imaginer dans un lit d'hôpital. Du coup ils m'ont dit bah alors tu vas t'allonger sur le canapé et on va ramener le micro pour que tu puisses avoir l'impression d'être dans ce lit et donc d'être allongé et donc d'avoir le jeu de comme quand on est allongé. Alors que nous, quand on est adulte, on va savoir comment le faire, ouais. En sorte de bouger notre corps qui va faire qu'on va donner l'impression qu'on est allongé alors qu'on est debout et face à un micro. La comédie qui prend le dessus. Exactement. Donc je pense que c'est en ce sens que ça a un petit peu évolué et je pense que quand on devient un adulte, on réfléchit à notre jeu, on fabrique des émotions, on va les puiser un peu plus loin et ça nous permet encore d'être créatif encore plus et d'oser faire plus encore que quand on est un enfant. Ouais. Alors, sur le long de ta carrière, le plus grand défi que tu as rencontré, que ce soit en tant qu'actrice ou chanteuse, c'est quoi le plus gros défi que tu as eu à relever? Le plus gros défi à relever, je pense que c'était... je pense que c'est principalement je pense qu'on a tous un petit peu ça, mais d'avoir le syndrome de l'imposteur et de se dire je suis là, mais j'ai réussi à faire ça, mais pourquoi et je pense que j'ai à un moment donné réussi à toujours me dépasser et à me prouver avec l'aide de plein d'équipes formidables que j'étais capable d'interpréter une princesse, de chanter des chansons difficiles, de jouer des scènes très difficiles. Parfois on doit jouer des scènes dans des séries, dans des films que l'acteur a préparé pendant des mois et nous dans l'instant on doit... moins de préparation. Enfin, on a moins de préparation, donc c'est vraiment quelque chose de l'instant. Alors on a le temps de refaire, de regarder, de peaufiner, etc. Mais je pense que le défi à relever, c'est d'arriver à se pousser à 200% et de ne pas avoir peur d'aller chercher des émotions qui nous font un peu peur et d'oser en fait. Moi je dis toujours une chose, c'est que je ne sais pas si je suis capable de tout faire, mais je peux tout essayer. Ça c'est chouette. Et justement, c'est très bien parce que cinéma, série, dessin animé, mais tu as encore une autre corde à ton arc, pardon. Tu as doublé des personnages de jeux vidéo. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus? Oui, alors c'est vrai que dans le doublage on fait vraiment beaucoup de choses, mais notamment aussi du jeu vidéo et c'est vrai que c'est quelque chose que j'ai fait pendant très longtemps, enfant aussi, et puis plus adulte, mais j'ai fait des jeux qui m'ont vraiment plu. Je fais Final Fantasy depuis des années. Je faisais Lara Croft petite, j'ai fait vraiment plein de choses et il y a eu des jeux très marquants, très beaux, avec des très belles histoires. Et techniquement, c'est différent d'une série ou d'un film? Oui, parce que la différence, c'est qu'il n'y a pas... parfois, on peut avoir des cinématiques, mais sinon, souvent, c'est en fichier. Donc, on voit des fichiers et on fait 500 fichiers. Avant que le jeu soit fini? Exactement. Ouais, en fait, nous, on a une liste d'audio et on écoute la référence VO s'il y en a une, et on fait derrière et on a comme ça des milliers de fichiers. Alors, quel conseil donnerais-tu si tu avais des jeunes artistes qui rêveraient d'avoir une carrière comme la tienne? On commence. On commence tout simplement. La meilleure chose que vous pouvez faire, c'est être un acteur aguerri. Donc, c'est de se former à jouer la comédie et d'avoir cette liberté de jeu qui va vous permettre ensuite d'apprendre la technique du doublage. Et donc, pour ça, vous pouvez vous entraîner à faire avec des stages, avec des gens qui vont vraiment vous expliquer, des directeurs artistiques qui vont du coup vous rencontrer, vous aider, vous aiguiller, peut-être éventuellement vous découvrir et vous permettre de travailler. Mais avant tout, c'est très important d'être très très aguerri dans son jeu. Oui, la comédie. Exactement, c'est la base de la base. Ouais, c'est ça. Alors quelles sont en quelque sorte tes passions, tes loisirs en dehors du travail? Quand un film comme La Belle et la Bête arrive en live action avec Emma Watson, c'est toi qui fais les chansons?
Absolument. Là, il y a une pression énorme, parce que le film fait partie des 3 plus grands films de Disney, enfin peut-être pour notre génération, je ne sais pas, mais avec Le Roi Lion, Aladdin et La Belle et la Bête, là, c'est pas des chansons simples, les Disney. Non. Bah, les Disney en général, les chansons sont jamais simples. Voilà. Mais c'est vrai que je pense qu'on réalise pas. Moi, je réalisais pas la portée que ça allait avoir, même si c'est Disney, etc. Mais après, nous, on reste un métier de l'ombre. Donc c'est vrai que les gens, même souvent les enfants, quand c'est un dessin animé, ne réalisent pas le concept du doublage. Qu'il y a une actrice derrière qui va interpréter, le personnage, il est à l'écran, sa voix pour un dessin. Mais toi, personnellement, comment tu gères cette pression en quelque sorte Je pense que j'ai du mal à réaliser par moment. Et puis, quand je vois des petites filles avec des sacs à dos, la Reine des Neiges, ou quand les gens viennent me rencontrer comme aujourd'hui, c'est ça, et que les gens viennent me rencontrer comme aujourd'hui, ou des moments comme ça, et qu'on réalise l'impact que ça a sur les gens, en même temps, c'est très émouvant. Et moi, je trouve ça super d'avoir réussi à avoir un impact pour les gens comme ça. De génération, mais c'est chouette. Ouais. Alors, parmi les projets auxquels tu as participé, c'est lequel, à ton sens, qui a été le plus marquant dans ta carrière? Alors, pour différentes raisons, je dirais qu'il y en aurait plusieurs. C'est un peu compliqué d'en choisir, mais je dirais un impact dans ma carrière, La Reine des Neiges, forcément, parce que c'était un peu un tournant. Puis c'est de dire qu'on a fait un film Disney, c'est quand même, ça a énormément de cachet. C'était le premier film Disney auquel tu participais, ou il y en avait eu d'autres avant? Non, c'était le premier. D'accord, ok. Ouais, pour en tout cas Disney, les films d'animation, c'était le premier. Et puis je dirais pour un impact émotionnel et pour la beauté du projet The Last of Us. Okay. The Last of Us, ça a été très marquant et très poignant d'humanité. On a tous été très, très investis et très marqués par ce projet. Tu avais joué aux jeux vidéo avant, ou tu as découvert l'univers avec la série? Je le connaissais déjà, mais j'avais jamais joué au jeu et j'ai décidé de ne pas jouer avant de faire la série. Parce que je voulais vraiment avoir l'impact de la série, l'impact de l'histoire plutôt, au moment où j'allais le faire et au moment où j'allais le jouer, et ne pas même vis-à-vis du jeu d'Adeline que j'adore, et je voulais vraiment faire quelque chose de différent et ne pas essayer de m'inspirer de ce qu'elle avait fait. Voilà. C'est cool. Mais, alors après, on a parlé un CD qui arrive, mais on n'en parle pas tout de suite. Quels sont en quelque sorte peut-être tes prochains projets ou rôles que tu es impatient de partager avec le public, si tu peux nous en parler? Est-ce qu'il y en a qui arrivent, qui ont déjà été annoncés Alors, il y a plein de choses qui vont arriver, dont un très gros film, mais dont je ne peux pas parler, bien évidemment, avant la sortie. Mais je serai très, 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 très heureuse de vous en parler quand il sortira. Ça va être chouette. Et il y a plein d'autres projets qui vont arriver, mais le problème de notre métier, c'est que quand on est en train de travailler sur des projets, on n'a pas le droit d'en parler. C'est compliqué. Mais je serais ravie d'en parler. Moi, j'aime parler. Ah, c'est bien. Ça tease un petit peu, voilà. Est-ce qu'il y a un personnage que tu rêves de doubler un jour, ou que tu aurais aimé doubler? Je suis une grande fan des films d'Hayao Miyazaki et des Ghibli en général, et j'ai eu l'honneur et l'immense chance de faire Marnie dans Les Souvenirs de Marnie. Mais c'est vrai que s'il y avait un film où j'aurais adoré prêter ma voix, ce serait Le Château ambulant. Ah oui, c'est joli. Voilà. Avec Mamie Sophie? Mamie Sophie. Oui, mais en version, t'aurais aimé doubler les deux versions, parce qu'il y a Mamie Sophie et puis Sophie plus jeune. Je pense pas que j'aurais eu la capacité, l'honnêteté d'en faire quelque chose de réaliste. Oui, c'est-à-dire que je fais souvent des petites mamies dans des dessins animés, on me reconnaît jamais, mais il y a le côté un peu caricatural. Et là, je pense que la vérité de la Mamie Sophie qui existe déjà est formidable. Formidable, ce dessin animé est magnifique. Moi, j'aimerais que tu nous donnes ton avis si je te dis 2 lettres. Alors, c'est un sujet qui est compliqué en ce moment. IA. L'IA, qu'est-ce que tu en penses ce qui arrive là, c'est demain, on y est, mais parce que est-ce que tu as déjà été confronté, on va dire, à ça, enfin, du doublage fait par IA? Je pense notamment au regretté Alain Dorval. Il y a une petite polémique là sur le prochain film de Stallone. C'est compliqué. C'est un peu compliqué parce que c'est une avancée dont on peut pas, contre laquelle on ne peut pas lutter, dont on ne peut pas se passer pour certains domaines. Simplement pour l'art, je pense que ça ne doit pas remplacer l'humain. Et je pense sincèrement que les gens qui aiment le doublage et qui ne peuvent pas regarder les choses en VO, etc., qui apprécient le doublage français parce que c'est des vrais comédiens qui vont mettre leurs vraies émotions. Il ne faut pas oublier qu'une IA, elle synthétise
des données qui existent déjà et qui sont faits par l'homme et qui sont faits par l'humain. Et donc, quelque part, ça sera jamais... Il manquera toujours quelque chose. Il manquera toujours quelque chose et on peut pas, et on l'a bien vu pour Alain Dorval, si vous écoutez la bande-annonce, c'est affreux, c'est terrible en fait. Ils l'ont essayé 2 fois, il y a 2 entreprises différentes qui ont essayé, hein, mais ça marche pas. Et pareil, il y a un dessin animé qu'ils ont doublé entièrement en IA, mais c'est sincèrement honteux en fait. Il n'y a pas d'âme. Il n'y a pas d'âme, il n'y a même pas de nuances. On a besoin de toute cette chaîne de personnes, des adaptateurs, des auteurs, on a besoin des ingé sons, des DA, des comédiens. Il faut que ça reste une exception culturelle et il faut principalement se servir de l'IA peut-être pour des choses dont on a vraiment besoin, mais pas que ça remplace notre manière de penser, notre manière de s'exprimer. C'est pas possible et c'est vrai qu'on est confronté à ça un peu tous les jours. Il y a des sociétés qui essayent de nous faire signer des choses pour que notre voix soit utilisée. Il y a des gens sur internet qui se permettent de créer des logiciels avec IA pour pouvoir que vous puissiez parler avec la voix d'Anna dans La Reine des Neiges ou avec la voix de Homer Simpson, mais ça reste notre propriété intellectuelle et notre propriété personnelle. On ne peut pas utiliser la voix de quelqu'un d'autre. La voix, c'est là où moi ça me chagrine, c'est qu'il n'y a pas de loi qui dit ta voix elle t'appartient en fait. Il y a une loi. Il y a une loi. Ah, bien sûr, ça s'appelle. Non, mais il y a toujours eu une loi en fait. C'est juste que les gens aiment bien dire qu'il y a un vide juridique, mais il n'y en a pas parce que la voix c'est une propriété intellectuelle. Donc en fait, à partir du moment, c'est comme si par exemple demain je prenais ta voix et puis je t'enregistre et puis je te fais dire n'importe quoi. Mais en fait, j'ai pas le droit parce que c'est ta voix. Donc c'est ton identité. Et même si on prête notre voix à un personnage, qu'on a cédé des droits, on n'a pas cédé notre voix pour une utilisation autre que celle qui a été utilisée pour le projet. Donc bien évidemment, on essaye de maîtriser ça. C'est possible, mais ça demande énormément d'argent, de temps, d'avocats. Pour lutter contre ça, mais il y a une loi qui nous protège, qui vous protège tous d'ailleurs, que ce soit même à votre niveau de personne lambda avec votre voix, personne n'a le droit d'utiliser votre voix. C'est la loi. C'est la loi. Bon. On verra comment on s'en sort parce que c'est vrai que ça part un peu dans tous les sens et ils essayent tout et n'importe quoi, c'est compliqué. Vous savez pas quoi faire et que vous aimeriez pouvoir nous aider, pouvoir soutenir, il y a la pétition Touche pas ma VF. Et chaque soutien compte énormément et on est vraiment en train de changer les choses, on est en train de réussir, je pense, à être entendu et votre soutien compte énormément. Donc la pétition c'est Touche pas à ma VF. Touche pas à ma VF. Pas de bêtises. Exactement. Donc écoutez, si vous avez quelques petites questions, je ne sais pas s'il y en a dans le public qui ont des questions. Dis-moi Mélanie. Dans la série Last of Us ? Oui, dans la saison 2. Dans la saison 2, est-ce que c'est toi qui fais aussi la voix d'Ellie, c'est ça ? Il n'y a pas de raison que ce soit pas moi. C'est toi ? Oui, c'est moi. Oui, c'est moi. Non, c'est chouette. Après, je ne sais pas s'il y avait d'autres questions. Très bien. Écoute, Emilou, merci beaucoup. Merci. C'est formidable, on apprend plein de choses. Super. Eh bien, écoute, j'espère qu'on te retrouvera très bientôt, comme tu l'as dit. Voilà. Avec grand plaisir. Et en tout cas, tout le week-end, tu es là. On te retrouve au stand dédicace, je crois que c'est à l'opposé de la salle, je ne sais plus exactement, mais oui. Il suffit de faire le tour. On te trouve sans problème. Et bien, écoute, merci beaucoup. Merci. Vous pouvez l'applaudir. Merci à toutes et tous. Merci.